Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. 2009 a été une année très difficile pour le gouvernement au pouvoir à Québec. Quel défi aura ce même gouvernement au cours de la présente année, soit en 2010? Pour nous en parler, je reçois le député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lecasse. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est dans la politique par-dessus la tête, comme on dit. Et puis, c'est vrai que 2009 a été difficile. Peu importe le parti au pouvoir. Je pense que cette crise-là, on la voyait venir depuis plusieurs années. Quand on dit qu'elle est terminée, entre parenthèses, moi, je ne vois pas encore l'issue de cette crise-là, du moins au moment où l'on se parle. Si on parlait des grands enjeux du gouvernement au pouvoir, le gouvernement libéral, en 2010. Est-ce que les enjeux seront les mêmes que 2009? Est-ce qu'il y aura de nouveaux enjeux en 2010? Bien, je vais revenir sur 2009. Vous avez raison. Au niveau économique, on avait la récession. Très difficile. Et il faut rappeler, somme toute, que le gouvernement, les décisions qu'il a prises, a permis au Québec de s'en tirer mieux que l'ensemble des provinces canadiennes, puis même au niveau nord-américain en termes d'emploi et autres. Où l'impact a été majeur, on l'a vu, c'est au niveau des revenus de l'État, le fameux déficit. Alors donc, somme toute, je dirais ça a bien été, puis les défis vont continuer. Le défi des finances publiques, comme vous l'avez soulevé, va demeurer quand même l'enjeu majeur de 2010. La sortie de la récession, tout le monde en convient, elle a commencé. Oui, disons qu'elle a commencé un peu, oui. Ça l'a fait parce que le niveau de confiance est revenu, les gens, les consommateurs, taux de chômage. Des secteurs, naturellement, c'est inégal dans chaque région du Canada, mais aussi dans chaque secteur, même au niveau régional. Okay. Au niveau régional, on voit Rouyn-Noranda, Val-d'Or, ça en est très bien tiré. D'autres secteurs comme Abitibi-Ouest, Abitibi, Témiscamingue, c'est plus difficile avec un nouveau forestier. C'est plus difficile, exactement, parce que nous autres, quand on parle, du secteur Abitibi-Ouest, surtout, c'est le domaine forestier. Exact. Et le domaine forestier, il est complètement à terre au moment où l'on se parle. Est-ce que ça va reprendre un jour? J'ai parlé avec des gens de Tembec, entre autres, récemment, et eux, les statistiques les suivent de près parce qu'on est encore très dépendant du marché américain. Et comme je disais, maintenant, au marché américain, la reprise au niveau de la construction a commencé. OK, les carnets de commandes sont plus élevés, les coûts des maisons. Oui, parce qu'on parle, M. Bernard, on parlait, il y a quelques années passées, d'environ 1,2 à 1,3 millions de bâtisses, de maisons construites aux États-Unis. Exact. L'an dernier, on est tombé à 400 000 ou environ. On prétend aller autour de 700 000 en 2010. Donc, oui, ça reprend un peu. On est loin, pareil, du chiffre de 1,2 à 1,3, mais au moins, on commence à laisser en arrière le chiffre de 400 000. Exact. Donc, on voit, là, ça va être là. Alors, la reprise va se faire tranquillement. Le gros défi qu'on a au Québec, puis je voulais en parler plus tard, ça va être celui des finances publiques. Parce qu'on a fait une loi qu'il faut résorber le déficit en 4 ans. Il y a d'autres provinces, il y a d'autres pays qu'eux autres ne se sont pas mis cette loi-là. Mais nous, on avait une loi à l'époque qui était sur le déficit zéro. Vous l'avez lancé par-dessus bord. Puis, oui, mais on n'avait pas le choix parce qu'il fallait aller en déficit. Donc, il fallait contrôler. Mais toutefois, on est revenu et on s'est engagé à résorber le déficit en 4 ans, ce que les autres provinces n'ont pas fait. On va en parler de ça, M. Bernard. Alors, mettez dans 4 ans d'ici, là, parce que j'ai une question qui s'en vient. C'est bon. Mais mettez là, dans 4 ans d'ici, là, qu'on va être en déficit d'à peu près, on peut aller autour de 13 points quelques milliards, 13, 14 milliards. C'est cumulé, hein, attention, oui, c'est cumulé. Exact. OK. Puis là, je parle du Parti libéral, on va se présenter au peuple à une élection générale avec un tel déficit. Non, on va en parler tantôt. Mais vous avez raison là-dessus, parce que le défi, il faut assainir les finances publiques, il faut rattraper l'équilibre. Oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, à repenser. Puis le défi, c'est continuer la création d'emplois et maintenir. Parce que le défi 2010, c'est la création d'emplois et maintenir. Oui, M. Bernard, vous en avez un défi énorme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est la convention collective de quelques 450 000 employés de l'État, secteur public et parapublic. Exact. Il y a une demande syndicale qui est de 11,25
pour 3 ans, ce qui représenterait un coût approximatif de 3,2 milliards de surplus de dépenses gouvernementales. Puis on veut les geler ou même les baisser. Fait que là, il y a un sérieux problème. L'offre du gouvernement est de 7 pour 5 ans. Comment le gouvernement et les syndicats peuvent en venir à une entente lorsque l'on regarde l'écart immense qu'il y a entre... Il y a un écart, vous avez raison, mais moi, somme toute, je suis confiant. OK? Les représentants syndicaux savent l'état des finances publiques et ils savent la marge de manœuvre que le gouvernement dispose. Moi, je pense que Mme Gagnon-Tremblay, il ne faut pas que je me trompe de Monique, Mme Gagnon-Tremblay, maintenant, qui est là... Présidente du Conseil du Trésor. Exact. Oui. Donc, elle travaille beaucoup avec les syndicats et ils discutent beaucoup. Mais une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il y a, dans les offres du gouvernement, il y a une fameuse clause qui fait que si l'économie se rattrape plus vite, à ce moment-là, il pourrait revenir bonifier les offres salariales. Et je pense que cette petite clause-là qui a été ajoutée, que le gouvernement a offert, risque de rallier l'ensemble des participants. C'est pour ça, moi, je suis optimiste à cet égard-là, par cette petite clause-là qui dit, si on rattrape, on va pouvoir aider. Mais quand on regarde, et je n'ai rien contre Mme Carbonneau, là, je n'ai absolument rien contre elle, la présidente de la CSN. Exact. Je n'ai rien contre elle, absolument pas. Mais elle, lorsqu'elle a envoyé, il y a quelques semaines passées, augmentons les impôts pour donner des augmentations au secteur public et parapublic. Celle-là, là, quand on sait fort bien que le gouvernement ne veut pas toucher aux impôts. Exact. Puis, si vous regardez aussi, comme vous dites, Mme Carbonneau, c'était de son propre chef, c'était au niveau de la CSN qu'elle a lancé. Aucun autre central syndical n'a repris. C'est uniquement elle qui a... Personne d'autre ne l'a repris. Et actuellement, donc, avec les 3 centrales syndicales, on sait qu'il y a une coalition cette année. Va-t-elle tenir ou pas? Moi, je sais que quand même, les gens sont conscients au niveau syndical de la capacité des gens de payer aussi, puis il faut maintenir notre... On est notre dans le rouge, pas de ça à la tête. Exact. Mais moi, je vais vous dire, c'est un gros défi, puis on espère, tout le monde, moi, pour avoir parlé aux représentants syndicaux, puis à l'intérieur de notre parti, tout le monde souhaite une entente négociée. Ça, c'est pour je dirais, pour la population du Québec, c'est l'objectif que tout le monde va essayer d'atteindre, j'en suis convaincu. Là, on va aller dans différentes questions, dans différents sujets, M. Bernard. Pourquoi pas une commission d'enquête publique et indépendante sur l'industrie de la construction au lieu d'une enquête policière? Ça, c'est demandé. Tout le monde la demande. Il y a à peu près personne au Québec qui n'a pas émis d'opinion, à savoir qu'il devrait avoir une commission d'enquête. Les seules personnes ou la seule personne qui se refuse, c'est le premier ministre? Ouais. Bien, bonne question. J'ai hâte de voir aussi, quand à la reprise de la session, comment le tout va se dérouler. Pour avoir parlé à plusieurs personnes, une enquête publique, ça prend quand même des procureurs et des gens qui font beaucoup de recherches à cet égard-là. Alors, le travail, puis la position du gouvernement, puis il faut le dire quand même, M. Charest n'a pas fermé la porte à une enquête publique. Non. Mais il ne la fermera pas non plus. Non, mais il la fera peut-être pas. Oui, mais regardez bien, là, dans le secteur actuellement, qu'on parle de construction. OK? Quand on parle de ça, actuellement, il y a des enquêtes en cours, puis moi, je suis convaincu personnellement que les enquêtes en cours vont permettre de faire une lumière, puis aller chercher des gens qui vont être prêts à témoigner. Parce que demain matin, on a vu, par exemple, regardez ce qu'on a vu dans l'ensemble des médias télé, que ce soit Radio-Canada, TVA ou autre, à toutes les fois qu'on a vu des personnes qui venaient témoigner, c'était des gens qui se cachaient en arrière, et on voyait pas les visages, rien. Donc, là, vous allez demander à ces gens-là de venir témoigner public, alors que beaucoup des allégations, c'est pas des papiers, c'est pas rien de fondé, c'est des discussions de personne à personne. Donc, il faut faire un travail de fond. Et il n'y a aucun document pour des fondements réels. Et là, ce qu'on espère, le gouvernement, c'est qu'en ayant une enquête policière, à ce moment-là, on va cerner un environnement avec des gens, après ça, qui vont pouvoir venir témoigner. Mais actuellement, on ratisserait trop large sur des oui-dire et aucune information. Rappelez-vous, par exemple, M. Rizzuto, quand on l'a vu, ça avait été filmé par caméra ou des choses comme ça. À Boisbriand, au nord de Montréal, celui qui s'est fait pogner, c'est parce qu'il y avait une conversation cellulaire qui a été enregistrée. On avait des preuves. Mais à part de ça, les restes, on n'a pas... Il faut accumuler des preuves. Donc, dans votre fort intérieur à vous, M. Bernard, est-ce qu'il y aura possiblement ou directement
une commission d'enquête publique et indépendante dans la construction? Moi, je pense qu'il va en avoir une. Et est-ce que vous la souhaitez? Moi, personnellement, de mon côté, je serais favorable parce que c'est quand même plus large. Parce que, regardez, le secteur de la construction, c'est vaste. Regardez, cette semaine encore dans les médias, on parlait de travail au noir. OK? Donc, quand on parle de construction, je pense qu'il y a une réflexion à refaire sur l'ensemble du secteur de la construction. Rappelez-vous les problèmes qu'il y avait eu avec la Gaspésia à l'époque, au niveau l'accès au chantier et tout. Il y a des choses qui sont pas réglées à cet égard-là. Alors, moi, je pense qu'il y a une réflexion importante à refaire sur le secteur de la construction. Autre sujet, monsieur Bernard, parce que je m'excuse si je vous coupe. Non, c'est pour ça. Autre sujet qui est vraiment d'une importance capitale à mon point de vue, en tout cas, et au point de vue de plusieurs personnes. J'ai posé cette question-là à quelques politiciens. Je vous la pose également. Le Québec, au moment où l'on se parle, vit-il au-dessus de ses moyens? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, même si plusieurs se targuent de dire, par exemple, qu'on paie 7 milliards de moins d'impôts qu'en Ontario, puis qu'en même temps, on a 17 milliards de plus de programmes sociaux. Je pense que vraiment, il faut réévaluer ça. On est généreux dans nos programmes et peut-être trop. Par exemple, je vais vous donner un exemple, l'assurance parentale. C'est le meilleur au monde. C'est le meilleur au monde, actuellement. Mais... Oui. Puis est-ce qu'on a besoin d'avoir un programme aussi extraordinaire que ça? Et là je vais même faire rire de parler des personnes là, qui ont des enfants, etc. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Mais on pourrait peut-être aller un petit peu moins généreux, qui coûterait peut-être plusieurs millions de moins. Exact. À l'État, parce que là, on n'a plus les moyens. Mais lorsque l'on regarde ce programme-là, puis j'ai rien contre ça, là, absolument pas, mais quand on regarde ce programme-là, est-ce qu'on a les moyens d'avoir un programme qui est aussi bon que... C'est le meilleur au monde, et on le dit. Regardez la réflexion facile. Puis moi aussi, le programme a fait ses preuves. Puis l'autre bord, moi, je suis content parce que le centre de gestion est à Rouyn-Noranda. Mais de l'autre côté, quand on regarde, prenez par exemple, je pense que le programme, c'est 70 du revenu qui est assuré. Si on le descendait à 60, quel serait l'écart? À 70 quand vous regardez, par exemple, la personne qui demeure à la maison, les dépenses de travail viennent de diminuer. Au niveau, après ça, impôts. Donc, tu te rends compte que les gens, il y a près pas de perte probablement au niveau salarial et tout ça. Je suis bien Alors, moi, c'est pour ça, je me dis, effectivement, mais je le prends comme exemple. Et on voit le taux de naissance aussi au Québec qui a augmenté, et c'est dû en particulier à ça. C'est le facteur, l'emploi. Regardez, nous autres, en région, les gens ne savent peut-être pas, mais on est en haut de la moyenne maintenant provinciale. C'est nous qui tirent la moyenne vers le haut parce que les jeunes reviennent en Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda, entre autres, je le prends par exemple, je le connais plus, mais il y avait eu 60 naissances en décembre et janvier. Exactement. Alors donc, même les gens, ils ont dit, si tout le monde accouche en même temps, il manque de place à l'hôpital. Donc, mais c'est bénéfique et on a besoin que nos familles fassent des enfants. Mais je le prends comme exemple, mais oui, il faut faire une réflexion sur l'ensemble de nos systèmes. Parce qu'il y a des secteurs forts, par exemple, on en donne plus dans les secteurs sociaux au Québec que les autres provinces. En contrepartie, le gouvernement, par rapport aux autres provinces canadiennes, investit moins en éducation. Et on sait que l'éducation, c'est l'avenir. Alors, il faut rééquilibrer. Je pense qu'il y a une réflexion à faire à cet égard-là. Monsieur Bernard, on va aller dans les hausses de tarifs possiblement envisagées par le gouvernement. Puis là, il faut bien spécifier qu'on ne veut pas toucher aux impôts à ce moment-là. Alors moi, là, je vais vous en nommer quelques-unes, puis j'aimerais que vous les commentiez. On va parler de Hydro-Québec. Bon, c'est une hausse très minime de 0,2 % qui est déjà faite, ou qui va se faire ces jours-ci, mais ça fait quand même 18,4 % depuis 5 ans que Hydro augmente. Si Hydro-Québec faisait payer le plein régime à plusieurs grosses entreprises au Québec, on irait chercher des millions et des millions de plus. Êtes-vous d'accord pour que Hydro-Québec augmente ses tarifs? Bien, moi, je pense, d'une part, quand on parle d'augmentation, il faut toujours savoir de où qu'on part.
OK? Quand on dit pour 18 d'augmentation, quand on est à on était à l'époque, la province où les taux d'électricité étaient les plus bas. On est encore, je pense. Oui, le Manitoba. Peut-être, oui, OK, parce que les autres aussi, ils ont leur hydro. Donc, il faut regarder d'où qu'on part. Quand tu es le plus bas puis que tu augmentes plus vite que les autres pour rattraper, on demeure quand même parmi les taux d'électricité les plus faibles. Regardez avec ce qui s'est passé avec Énergie Nouveau-Brunswick, tout le débat autour de ça. Ils payent 60 de plus leur tarif d'électricité au Nouveau-Brunswick résidentiel que nous. Donc, il y a, je pense, une marge qu'on peut aller chercher là-dessus, puis on revient à une dynamique d'utilisateur-payeur. Si tu consommes, moi, je me dis... On est des grands consommateurs. On est des grands consommateurs. Il faut se le dire. Au niveau d'énergie pour les entreprises... Oui, c'est ça. Bon, au niveau d'énergie pour entreprises... Parce qu'il y en a beaucoup qui paient à peu près rien. C'est qu'il faut se mettre à ce moment-là dans une dynamique mondiale. Si on veut avoir des entreprises... Puis le gros défi, par exemple, du sommet qu'il y a eu la semaine dernière, il y a 2 semaines avec le premier ministre à Lévis, c'est comment faire pour créer de la richesse au Québec pour, justement, d'un défi qui s'en vienne à l'avenir. Mais il n'y a rien sorti de ce sujet. Non, mais le défi de création de richesse, il faut attirer des entreprises. Et je refais le parallèle, par exemple, avec le Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, un des enjeux qu'il voulait, le Nouveau-Brunswick, pourquoi qu'il voulait s'en venir avec le Québec, c'est que le Québec leur garantissait des tarifs d'énergie pour leurs entreprises similaires pour qu'ils puissent continuer à attirer des entreprises pour créer de l'emploi et de la richesse. Il y a un équilibre à trouver à cet égard-là. Et quand on regarde les industries minières, les industries des alumineries dans le Nord, par exemple, sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des grands employeurs. Alors, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Oui, je pense qu'il y a une place à l'augmentation. Aussi mais sans étouffer la classe moyenne, surtout. Surtout. Permis d'immatriculation, c'est déjà fait. Permis de conduire, on paye le même prix, mais ça a doublé parce qu'on le paye une fois par année au lieu de le payer une fois aux 2 ans. Moi, il y a une chose, par exemple, que j'accroche, puis j'aimerais avoir votre opinion, parce que le permis d'immatriculation et conduire, tout le monde le sait, c'est fait déjà, puis on paye en double. Garderie, à 7 $. Moi, là, pourquoi, M. Bernard, on n'y va pas avec les revenus du couple? Bien, regardez... Il y a des... Je m'excuse, là, mais il y a des couples qui gagnent 150 000 $ par année, ils vont mener leur enfant à la garderie, ils payent 7 $. Puis il y a des couples qui s'arrachent pour vivre, qui gagnent à peine 20 000 $ par année, puis ils vont payer le même prix. Ça, moi, je trouve que ça ne marche pas. C'est un peu comme les frais de scolarité, un débat similaire, parce qu'il y en a qui coûtent plus cher, par exemple, des formations qui coûtent plus cher que d'autres. Le débat des garderies, il faut rappeler, entre autres, aux gens que ceux qui ont les moyens, quand tu les envoies dans des garderies privées, avec les crédits d'impôt, ça revient à l'équivalent de 7 $. Oui, je suis d'accord. Okay? Et puis maintenant, le gouvernement a assoupli en plus les règles qui fait que les gens sont remboursés au mois, au lieu d'à l'époque qui attendaient le crédit d'impôt à la fin de l'année. Donc, on l'a facilité sur cet égard-là. Vous me dites que dans les garderies privées, les parents sont remboursés au mois? C'est ce que vous me dites? Puis, par maintenant, ceux qui vont... Oui, parce que la problématique qu'il y avait à l'époque, c'est que les gens n'avaient le crédit qu'à la fin de l'année. Ça voulait dire Par le rapport d'impôt. Par le rapport d'impôt, ça voulait dire que les parents, la famille, étaient obligés d'avancer 10 000, 13 000 $. Je suis conscient, parfait. OK. Alors, donc, maintenant, basé sur le rapport d'impôt de l'année précédente, le remboursement se fait à partir du premier mois. Donc, un mois de retard. Donc, ça facilite. Et moi, je dis, les gens, il y aurait beaucoup plus intérêt, entre autres, ceux qui ont des revenus, d'envoyer les enfants-là pour laisser les places dans les garderies vraiment à 7 $ pour ceux qui n'ont pas les moyens et à mais est-ce qu'on pourrait faire un ménage là-dedans, monsieur? Moi c'est ça que je veux en emmener. Est-ce qu'on pourrait faire un ménage, dire, si vous gagnez, si le couple gagne plus que X montant d'argent, vous allez aller dans une garderie privée? Moi, je pense que oui. Dans le sens suivant, il faudrait vraiment favoriser les familles à faible revenu et, entre autres, les familles monoparentales. Oui, exactement. OK, laisser les places. Puis, je le vois, il y a des listes d'attente actuellement, même dans toutes les régions, Rouyn-Noranda, et il faudrait vraiment faciliter. Ils essaient de le faire. Mais les demandes est importantes aussi. J'ai une garderie près de chez nous. Et il manque encore des places. Il faut en rajouter. Mais je pense pas qu'au final, ça soit toutes des garderies les CPE qui vont répondre à la situation. Et il faut le revoir. Je vais vous nommer quelques endroits où l'on pourrait augmenter les taxes et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Taxe sur l'essence, est-ce qu'on pourrait l'augmenter un peu?
Ça serait des revenus additionnels? C'est des revenus additionnels, mais c'est des avenues. Il faut aller chercher à plusieurs endroits. Okay. Taxe sur les produits alimentaires néfastes. Bien, par exemple, la malbouffe. Oui, c'est ça. La malbouffe, oui. Okay. Ça, c'est quelque Taxe part. sur le tabac et l'alcool. On est déjà beaucoup taxés à cet égard-là. Mais c'est un luxe. Oui. Bien, c'est un luxe. Puis comme, par exemple, dans le cas de la taxe sur le tabac, il faut trouver l'équilibre avec la contrebande. Il faut travailler les deux. On s'embarque sur un gros sujet. Oui, mais c'est là, c'est là le problème. Ticket modérateur sur l'accès aux soins de santé. Ça, là, ça va faire un débat qui va être déchirant, monsieur. Il y a des discussions là-dessus. Moi, je suis favorable, mais il faut trouver quand même l'équilibre là-dedans, savoir où les sommes pourraient aller. Mais de l'autre côté, on a encore la loi fédérale qui est là et qui nous empêche de le faire. Ça, il faut revenir à ça. Et c'est un débat qui déborde même le Québec. Parce que la loi fédérale dit que si vous allez chercher de l'argent dans les poches de la clientèle, à ce moment-là, eux coupent la subvention. La loi, je pense, remonte dans les années 80 ou 90. Alors, plusieurs en parlent du ticket modérateur, mais encore une fois, il faut que le tout soit fait. Est-ce qu'on monte la TVQ de 1 2. De 2 Moi, je serais d'accord avec OK. Fait que ça veut dire que c'est 2 milliards additionnels Parce de que, revenus. regardez, j'en parlais avec des gens cette semaine. Par exemple, il y a des gens ici en région qui m'ont parlé de la fameuse taxe pour les produits culturels. Il y en a qui m'ont dit que ça n'aura pas d'effet puis que le gouvernement va perdre des revenus. Moi, je dis tout le temps, quand le gouvernement fédéral a soustrait le premier 1 puis le deuxième, le seul endroit que je l'ai vu personnellement, c'est en achetant mon journal. Que lui avait. Mais le reste, les gens ne le voient pas. Et plusieurs, c'est les entreprises qui ont récupéré le gap et on l'a pas vu. Puis moi, je me dis qu'il y a une fenêtre, puis j'espère que le gouvernement du Québec, en toute franchise, va le faire avant le gouvernement fédéral. Parce que le gouvernement fédéral va être obligé de revenir et reprendre ce... On va aller, M. Bernard, sur le déficit budgétaire. 2009-2010, il est prévu à 4,7 milliards. Là. On va aller avec des chiffres approximatifs. 2010-2011, 4,7. 2009-2010 à 2010-2013, 13,2 environ. Exact. Il devrait se situer. C'est ça. Alors après, on revient à l'équilibre budgétaire. La prochaine élection prévue pour 2013-2014, là, à peu près, vous avez été élu en 2008. Exact. Donc, ça veut dire un terme de 4,5 ans. Ça veut dire qu'on s'en va en 2013. On va arriver dans une campagne électorale avec un déficit probable de 13 quelques milliards. On vous souhaite bonne chance. Le déficit est connu. Oui, mais on n'a pas le choix. Puis moi, je vais vous dire, ma position là-dessus est claire. OK? On s'est engagé... on a mis une loi en place pour réduire le déficit à l'intérieur de 4 ans. Les Québécois l'ont demandé et il faut le faire. Mais M. Bernard, oui, ça, je suis d'accord. Mais quand on parle de 13,2 milliards, on va aller chercher ça où? C'est ça, moi. C'est beau en venir à l'équilibre budgétaire. Ça, je suis d'accord à 100 mais pour aller 13,2 milliards, il va falloir qu'on aille fouiller dans les poches de la classe moyenne. On n'aura pas le choix. Regardez, n'oubliez pas qu'on était avant le ralentissement économique. OK, on était en équilibre budgétaire. Alors, on le pelletait sur la dette. Non, les dernières... Oui, mais bon, tu as les programmes d'infrastructure, ça vous paraît, mais l'épicerie. Donc, la première endroit où il va se récupérer, une grande partie, c'est quand les entreprises et l'activité économique vont revenir. On va aller chercher des milliards là qui actuellement ne sont pas là parce que les entreprises ont fermé et autres. Donc, c'est là d'une part. Et le deuxième volet, c'est revoir notre panier de services. C'est clair à cet égard-là. Comme on a parlé tantôt. Comme on a parlé tantôt. Le gouvernement... Il y aura des choix à faire. Le gouvernement s'est mis, je crois, de croissance du budget, c'est de l'ordre de 3,2 ou 3,6 pour les 4 prochaines années. Mais la clé, c'est l'activité économique, M. Lagarde. C'est l'activité, c'est là. Parce que actuellement, les Japonais puis les Italiens sont plus endettés que le Québec. Fait que ça va pas bien, nous autres. La dette va atteindre 170 milliards cette année et elle ne cesse d'augmenter. Comment on va faire pour ça? Vous parlez avec la dette publique, incluant tout. Oui, incluant toutes les dettes des municipalités et autres, c'est ça. Etc. Des commissions scolaires, exact. Etc. On met ça dans le même panier. Ça, c'est 170 milliards. Elle est à 150. C'est de l'argent des contribuables. C'est de l'argent des contribuables. C'est tout le Québec. C'est tout ce que le Québec doit. C'est ça. Avec ses infrastructures et tout. Exact. Alors, on est à 170 milliards actuellement.
C'est 20 milliards de plus qu'au 31 mars 2009. Exact. On va faire quoi pour arrêter cette hémorragie-là? Bien, regardez, tout gouvernement, c'est en période de récession. C'est le rôle du gouvernement, c'est de supporter l'économie et injecter dans l'État. C'est pour ça, entre autres, on est conscient, c'est pas l'idéal, mais le contexte économique faisait que le gouvernement investit. Et on le voit, nos programmes d'infrastructure et autres nous ont permis, entre autres, une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, le PIB de l'Abitibi a continué à croître malgré la récession. Par rapport aux mines? Par rapport aux mines, puis, bon, toute l'activité. Donc, le défi, là, c'est pas l'idéal, mais il fallait le faire, d'où l'importance, puis la loi du 4 de réduire, de revenir à l'équilibre budgétaire dans 4 ans. Moi, on était favorable et de notre côté, on a voté à l'unanimité là-dessus. On a voté à l'unanimité parce que, justement, il faut rééquilibrer pour réduire la dette pour les générations futures. On en est conscient de ça, d'autant plus, le vieillissement de la population s'en vient, il va y avoir des pénuries de main-d'œuvre, on a des grands défis. Savez-vous, M. Bernard, qu'au moment où l'on se parle, que la dette est tellement élevée que les banques risqueraient d'imposer au Québec une prime de risque qui hausserait le coût des intérêts de 1 %. C'est 2 milliards de plus par année. Puis cette année seulement, on paye 8,1 milliards d'intérêts sur la dette sur un budget de près de 60 milliards. C'est énorme. Bien, vous avez parfaitement raison. Et on est chanceux que dans le contexte actuel, avec le ralentissement, on a pu compter sur des taux d'intérêt très bas. Et vous avez raison, chaque point d'augmentation, je pense, c'est 100 millions de dollars. Chaque dixième de point d'augmentation. Chaque dixième, parce que 1 % donne 1 milliard. C'est ça. Ou environ. Alors, donc, on est chanceux effectivement dans cet écart-là. Et s'il y avait une hausse rapide, ce serait dangereux. C'est pour ça on voit que nos banques centrales et autres interviennent beaucoup pour maintenir les taux d'intérêt bas. C'est une méchante facture parce que quand on dit que 43,4 % des contribuables ne gagnent pas 20 000 par année, ces statistiques-là sont prises directement sur le site du ministère des Finances. Ça veut dire que c'est énorme. Près d'une personne sur 2 gagne 20 000 seulement par année. Et 20 000 ce n'est même pas le seuil de la pauvreté. Puis, mais faites attention là-dedans. OK, on inclut, par exemple, dans la fourchette, à partir de 16 ans, 25 ans, il y a les nombreux étudiants qui sont là-dessus. Il y a aussi les retraités, etc. Donc, mais toutefois, quand le gouvernement dit que notre richesse collective est pas élevée, ça en est la preuve. Ça en est la preuve. Et le défi qu'on a, si on veut maintenir nos programmes, nos services sociaux, il faut monter la richesse collective. C'est ça notre défi des prochaines années. Il faut qu'on soit plus productif, compétitif, puis pour que nos entreprises créent plus de richesse. On n'a parle pas le choix. de 2016. Mais 2016, on dit que c'est loin, mais c'est rien que dans 6 ans. 6 ans, Puis, on dit qu'en 2016, le Québec va compter 3,4 travailleurs pour chaque personne de 65 ans et plus. Donc, moins de gens pour payer des impôts, des taxes et des tarifs. Fait que... Vous avez raison. Et les gens le disent depuis longtemps, mais toutefois, il y a certains partis politiques qui se refusent à cette réalité-là. Et ils traitent les gens qui ont ce discours-là des gens de droite, mais c'est la réalité. Monsieur Bernard, c'est la réalité. Tout le temps. Merci infiniment. Puis vous allez avoir toute une session au printemps, je suis persuadé, puis vous avez beaucoup de voyages à faire. Mais on est prêts, puis moi je pense que les Québécois, M. Lacasse, veulent des changements. Puis nous sommes prêts, oui, c'est ça? Puis ils veulent mais les Québécois veulent des changements. Par exemple, au niveau... ils veulent les rééquilibres budgétaires. Ils veulent qu'on vive, je pense... à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, mais il faut que les gens... Vous l'avez souligné, 60 de la population fait pratiquement vivre 40 Exactement. C'est en plein ça. Monsieur Bernard, merci infiniment. Ça fait plaisir. Bonne session 2010. C'est au plaisir de vous revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.